notre prochain et dernier intervenant, qui est le grand journaliste Jacques Epanguin. Donc, il est d'origine camerounaise, il est journaliste critique et réalisateur, producteur. Depuis plus de 10 ans, il exhume un peu vraiment les rituels. Enfin, il s'intéresse essentiellement aux musiques traditionnelles. Il est anthropologue aussi de formation. Donc, I mean, I'm trying to translate. I mean, his current work on the path of the African harp highlights the transformation undergone by this instrument in the course of the migration of enslaved black people. He's also a bearer of a project on art and as a vector of transformation in African urban space. So the topic today is the poetic lyricism in African folk tales, an analysis Ngoso songs from the Douala people from Cameroon. By investing in traditional singing poetry from the Douala people of Cameroon, an idea of modest lyricism emerges which is opposed to Western perception. This is because generally in this so-called African space, we discover epic societies in which shame and weakness are vices of the soul. By studying Goso, a traditional folk rhythm by the Douala, and the aim was to show how in traditional African societies, singular rituals of expression of passion and affection developed without offending the morality of a world which harbors vice and ostentatiousness. Okay, forgive my spelling. Let's welcome Mr. Jack Epange from Cameroon, based in New York. Thank you very much, Professor Sitson. And I actually had a presentation in English, but I guess since everyone else was talking in French, I will be talking in French too. So je vais projeter sur mon écran une présentation en anglais, mais je vais la présentation finalement en français parce qu'il me semble qu'on a une audience francophone aujourd'hui. Dites-moi juste quand vous voyez ma présentation. Je ne sais pas si c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bon. Parfait. Super. Ben, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'accordez aujourd'hui, professeur Sitson, ainsi que vos confrères. J'ai apprécié, même si je n'ai pas posé des questions, les interventions des uns et des autres, la richesse de ces interventions-là. Et je pense ne pas être le seul à avoir appris pas mal de choses aujourd'hui. En ce qui me concerne, vous l'avez dit en anglais, je vais aussi le préciser en français. Donc, en tant que journaliste, je me suis intéressé à ce que j'appelle les musiques ritueliques de l'Afrique noire. On en a évoqué une là tout à l'heure avec l'artiste Pepe Oleka. Ces musiques-là, pour moi, il faudrait les exhumer et à la limite les vulgariser, même si je suis d'accord avec l'intervenant précédent sur le fait que tout n'est pas vulgarisable. Je pense toutefois qu'il est aujourd'hui impératif de connecter en fait le plus grand monde à ces expressions, à ces formes d'expression culturelle et musicale du passé, parce qu'elles sont l'essence même en fait de ce que nous sommes. Et je ne vais pas aborder les problématiques de reconnexion ici, mais on est tous plus ou moins conscients de ce qu'il y a urgence sur le continent, comme dans la diaspora, en ce qui concerne donc cette reconnexion-là. L'Afrique est très souvent désignée comme le monde des mots. Je l'ai appelé World of Words, en raison de la place qu'occupe dans cette culture-là l'oralité. L'oralité en Afrique est un mode de culture, un mode d'inculturation, un mode de civilisation. Et l'art, au sein de ces cultures-là, va jouer un rôle primordial, dans le sens où c'est grâce à la production artistique qu'est conservé l'héritage culturel, mais également qu'est transmis un certain nombre de valeurs. Autre chose qui caractérise en fait la production artistique dans les cultures africaines, c'est son caractère performatif.
Parce que la parole dans nos cultures est d'abord performative, en ceci qu'elle va porter des actions. C'est la raison, par exemple, qu'on a des chants ou des paroles de bénédiction. Mais on a également des formes d'expression artistique, ou si vous voulez, en plus simple, des chants qui vont être porteurs dans leur lyrisme d'une forme d'action. Parce que ces chants-là vont évoquer des mythes, ils vont évoquer des récits épiques, ils vont célébrer des héros en transmettant une forme d'énergie propre en fait à cette forme d'expression musicale. Et donc nous, on s'est posé la question de savoir comment et à quel moment l'oralité et le lyrisme se retrouvent dans les chansons en Afrique. Nous avons essayé d'apporter une réponse en analysant notamment une forme d'expression musicale appelée le ngoso. Nous nous sommes notamment focalisés sur l'organologie, donc les instruments qui le constituent, les modes de performance, la structure, parce qu'on pense que c'est des éléments qui sont porteurs en fait des fonctions sociales, des fonctions culturelles qui nous intéressent en fait lorsqu'on parle de musique en Afrique. Donc, l'ongoso, pour ceux qui ne sont pas camerounais, et peut-être certains Camerounais qui ne le savent pas, est une technique de chant. Il y a souvent confusion, on l'associe souvent à la danse, on le confond parfois à l'Essewe, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Mais l'ongoso, c'est essentiellement une technique de chant qui est propre à des peuples de la côte du Cameroun. On les appelle les Sawa. Et comme dans de nombreux peuples noirs, la pratique de cette musique chez les Sawa est d'abord fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle joue une fonction au sein de la communauté, mais elle va également se manifester non seulement à travers ses fonctions sociales, culturelles, etc., mais aussi à travers les éléments qui vont constituer la musique elle-même, les instruments et les techniques qui vont être utilisées pour ces musiques-là. C'est le lieu de préciser que c'est peut-être la raison pour laquelle à chaque type, à chaque circonstance, à chaque événement, on va associer une forme de musique particulière ou un répertoire de chants particulier. Et chacun de ces répertoires-là va se constituer avec des éléments particuliers, des techniques particulières pour répondre aux besoins qui est lui-même lié à la circonstance à laquelle ce répertoire de chants-là va être associé. Cette précision, vous comprendrez plus tard pourquoi je la fais. Donc, l'ongoso, c'est cette forme ancienne, lyrique et poétique de chansons ou de chants, souvent associée à des danses rituelles, qui elles-mêmes vont être exécutées lors des cérémonies funéraires, des cérémonies de désignation d'un chef, mais aussi souvent associées aux chants de pêcheurs, aux chants de guerre, aux chants qu'on exécute lors des compétitions de pirogues, par exemple, puisqu'on est sur un peuple côtier, ou encore des chants liés ou qui accompagnent les luttes traditionnelles. Mais l'ongoso, c'est également des chansons d'amour, avec souvent un peu d'humour ou avec un peu de mélancolie. Ça dépend des circonstances. De façon étymologique, l'ongoso renvoie au perroquet. Donc, le douala, qui est l'une des langues les plus partagées par les peuples sawa, désigne le perroquet par le terme ngoso. Ce terme-là a une signification encore plus profonde, mais on va s'arrêter pour le moment à sa traduction étymologique. C'est intéressant parce qu'en fait, cet oiseau-là est souvent associé à sa capacité à traduire un ensemble de sons, de chants, à imiter, pour certains, l'ensemble des sons que l'on va trouver dans la création. Et pour les Douala, l'un des peuples Sawa, enfin l'un des peuples qui constituent le groupe Sawa, Ngoso, en tant qu'oiseau,
C'est cet oiseau-là à qui Nyambé, donc le créateur, a donné la parole, avec pour mission d'enseigner à l'être humain ce que sont que les mérites, ce que sont les mérites de la vertu, mais également les dangers du vice. Donc, le Ngosso, en tant que performance, va essentiellement être constitué d'une structure qui nous interpelle. On s'est posé la question de savoir, par exemple, comment dans cette performance-là sont repartis les rôles des différents protagonistes, notamment le leader ou le soliste vocal, le chœur, mais aussi comment est reparti le rôle ou les rôles entre, comment sont repartis les rôles entre les instruments et les voix. Dans le premier cas, notamment, ce qu'on observe lors de l'exécution du Ngosso, c'est qu'il y a comme une interaction fréquente et régulière entre les deux protagonistes que sont le leader et ses accompagnateurs. Ils sont en général deux. Vous avez un accompagnateur principal et le chœur vocal ou le background vocal. Donc cette interaction-là, on l'a définie en général comme une chanson, un mode antiphonal, on va dire. Et, mais on observe également, alternativement, une autre forme d'interaction. C'est-à-dire que on observe que souvent le chanteur exécute des phrases qui sont soit complétées par l'accompagnateur ou les accompagnateurs, et ça renvoie en fait, enfin, soit complétées par les accompagnateurs, soit les accompagnateurs vont ajouter à ce que dit le chanteur principal d'autres phrases. C'est le mode responsorial que l'on va observer en général dans de nombreuses formes d'expression musicale en Afrique. Donc, ce modèle de performance est un jeu constant entre le chanteur, le soliste, qui va exécuter ce qu'on appelle un jangwa, c'est-à-dire que il va initier le chant en solo, c'est ce qu'on appelle un jangwa, et il va obtenir à chaque fois une réponse du chœur. C'est ce qu'on appelle kassa. Et pardon. Et ce jeu-là, ce jeu entre le soliste et le chœur, donc cette interaction permanente, cette reprise-là de la parole entre le soliste et le chœur va s'appeler Muninga, dans ce mouvement-là. Donc le chanteur principal répète une ou plusieurs fois une phrase clé dans le chant, en suivant un rythme particulier, une mélodie particulière. Souvent, la mélodie et la phrase, en fait, vont mettre l'accent sur le thème ou le message que porte la chanson. Tout à l'heure, je vais illustrer ce que je dis par des exemples concrets. Ce qui est intéressant également de dire, c'est que pour que cette interaction soit parfaitement exécutée, il existe un signal. Donc, on tombe d'accord sur une forme de signal que vont manifester à chaque fois le chanteur principal lorsqu'il arrive à la fin de sa phrase, ou lorsque l'accompagnateur, il est temps pour lui de reprendre le chant. Et ce signal-là s'appelle kwese. C'est un verbe en douala qui signifie clôturer. Donc, en fait, c'est une façon de dire j'ai terminé ma phrase, à toi de reprendre la tienne, etc. Donc, l'accompagnateur principal ici, c'est le Mbappé, qui va reprendre soit la même phrase que le chanteur principal, ou alors on va compléter la phrase du chanteur principal par une phrase propre à lui, mais exécutée avec le même tempo, sous la même mélodie, sur le même rythme. Il est important de souligner qu'il s'agit ici d'un chant dans lequel on va observer une sorte de polyrythmie,
entendu comme un agencement de plusieurs rythmes dans une seule et même performance musicale. Et c'est cette polyrythmie-là qui va aussi caractériser le ngoso. Elle se manifeste notamment par un répertoire de voix, un répertoire de chants souvent exécutés par des hommes ou des femmes, ou tous les deux en même temps. Tout ceci est accompagné par des instruments, notamment des instruments de percussion, chacun jouant un rôle particulier. Donc vous avez par exemple ce que j'appelle le tam-tam parleur, enfin les tam-tam parleurs ou les belimbi, les miking qui sont des clochettes, les mbaka, les magongo et les miseseko. Ce que j'entends ici par... C'est peut-être important de s'arrêter sur les miking parce que ce sont des clochettes qui vont jouer un rôle prépondérant dans l'exécution du chant wosso. Ils sont au nombre de 3. Vous avez la clochette mâle, qui est une clochette plutôt de taille quand même importante, mais qui va jouer, qui va exécuter le son le plus bas dans la performance. Ensuite, vous avez la clochette femelle, qui va exécuter un son un peu plus bas que la clochette mâle. Cette clochette-là, femelle, on l'appelle en langue Modima Mukeng, alors que la clochette mâle s'appelle Moma Mukeng. Et la troisième clochette, on l'appelle la demoiselle, donc Gonde Damukeng. C'est une clochette qui va jouer le son le plus haut, mais c'est la plus petite clochette. Donc, à ces clochettes-là vont donc s'ajouter deux formes de tam-tam, si vous voulez. Donc, vous avez le tam-tam lui-même, qui est le tam-tam parleur qu'on appelle Elimbi. Vous avez le tambour que l'on retrouve dans plusieurs cultures sur le continent, qui est souvent fait avec des peaux d'animaux, qu'on appelle ici le ngomon. Et vous avez les miseseko, qui sont des instruments de percussion qui s'apparentent un peu à ce qu'on appelle les maracas, les castagnettes. Mais ici, il s'agit de paniers dans lesquels on va mettre des graines. Et en jouant de ces paniers-là, en les secouant, on produit un son très sec. Et c'est souvent le chanteur principal qui tient cet instrument-là. Donc, à cela vont venir s'ajouter donc les voix de l'accompagnateur, le mbapé ou du chœur, en plus de la voix du chanteur ou de la chanteuse principale. Pour illustrer un peu mon propos, j'ai choisi de partager avec vous une performance musicale exécutée par un groupe qui s'appelle Nabasque. Nabasque est populaire et connu pour avoir popularisé ou vulgarisé le ngoso. Je vais pas on va pas écouter tout, mais je vais partager. Donc, juste pour vous montrer rapidement avant de poursuivre, pour illustrer un peu ce que mon propos de tout à l'heure. Donc, vous avez là les deux tam-tam parleurs. Et derrière la chanteuse principale, vous avez des personnes qui exécutent, qui tapent sur les clochettes, dont les différentes clochettes dont j'ai parlé tout à l'heure. Derrière les joueurs de tam-tam, vous avez l'accompagnateur dans le mbapé qui tient un micro et qui accompagne donc la chanteuse principale. À ses côtés, vous avez le chœur et vous avez la chanteuse principale qui tient donc le fameux miseseko. Nous sommes là au niveau du propos introductif, donc le solo. Et tout à l'heure, je vais vous projeter également le moment où les instruments vont rentrer en scène pour accompagner donc la chanteuse. Sinon, on n'a pas le son. On n'a pas le son. On n'a pas le son. Ah, vous n'avez pas le son? Non. En fait, en voulant partager l'écran, il faut faire partager le son également. Attendez. C'est en bas.
En voulant partager l'écran, il demande de partager le son. Il faut activer partager le son. Donc, je vais arrêter le partage d'abord et reprendre, c'est ça? Exactement, oui. Et en voulant partager, il faut bien faire partager le son. On va essayer ça, on va voir. Alors, ok, super. Donc, je vais... Wamobia na sona banga ndosi boli sabona nyama eyongole diba wamobia na sona banga ndosi boli sabona nyama eyongole diba Ngambo sawa mejainde bulanje yange ejainde bulanje Ngambo sawa ejainde bulanje Ngambo sawa mejainde bulanje Ngambo sawa ejainde bulanje yange Ni nyalo bae lambola bobe derigo awedie kwa moto Otam Tata na mala olongi asangwa mderigo mwenge mwena natano na bonsamo Emini belewa derigo ngomona mdende bawolo jumba derigo ngomona mdende bawolo jumba ndo weibepe Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa derigo ngomona mdende Bawolo jumba derigo ngomona mdende Bawolo jumba ndo weibepe Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa derigo Okopoyo maso ele Waja suwa Kabo Kolu Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa Belimbi belilo mamyandi derigo mikempe mini belewa derigo Komona mbele Bawolo jumba derigo C'est à mon niveau où on n'entend plus rien. Allô, Jacques? Allô, Jacques? On voit l'écran, mais on n'entend plus rien. Bon, Allô, Jacques? je vais repartir. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ok. Ben, je pense que mon son n'était plus partagé, c'était plutôt le son de l'écran. Ok. Donc, je disais que l'ongoso, il y a deux genres d'ongoso. Il y a un ngoso qui est populaire et vous avez un ngoso sacré. Au total, vous avez 9 styles de ngoso exécutés dans des circonstances précises ou particulières. Je vais aborder quelques-uns des ngossos les plus connus. Vous avez notamment le ngosambene et vous avez le ngosé nyenge.
Le ngosamden est très souvent exécuté pour entretenir la relation qui existe ou qui pourra exister entre ce qu'on appelle le monde des morts et le monde des vivants. Souvent, il est exécuté lorsque on souhaite transmettre des messages ou recevoir des messages en provenance de l'un ou l'autre de ces mondes-là. Le Ngose Nyenge, lui, il est exécuté pour célébrer en fait des moments de joie, des moments, voilà, des célébrations communautaires, de joie, etc. C'est ce qu'on vient par exemple d'observer là. Ou alors pour rendre hommage à quelqu'un qui est parti, mais célébrer sa vie dans la joie. Ce type de ngoso est souvent accompagné d'une chorégraphie particulière. Ensuite, vous avez le ngose sewe. Donc, le sewe, c'est une danse. C'est pour ça que souvent le ngoso est confondu à la danse, le sewe. Le sewe, c'est une danse, et le ngose sewe, c'est le chant qui accompagne la danse en question. Il s'agit d'un chant qui est mélodieux, essentiellement exécuté par des femmes, pour souvent, je le disais tout à l'heure, célébrer la vie de quelqu'un qui est parti. Exceptionnellement, le ngose sewe peut être utilisé pour rendre hommage à un chef qui a posé une action pour le bien de la communauté. C'est également un chant qui est utilisé pour célébrer la victoire, par exemple lors des courses de pirogue ou des luttes traditionnelles. Et vous avez le ngosa Djengu. Djengu fait référence ici au culte des divinités des eaux, les Miengu. Et le ngosa Djengu est le chant rituel qui accompagne en fait les pratiques liées au culte des Miengu. Donc, c'est un chant qui va accompagner des séances de guérison, des séances d'exorcisme, des oracles. Il est exécuté par quelqu'un qui est initié, soit un guérisseur, soit un prêtre, qui maîtrise donc l'art de l'invocation et de l'utilisation de ce qu'on appelle dans la culture sawa les 7 sons sacrés. Ce prêtre-là, grâce à son gosso, va invoquer les Miengu et il va procéder à une séance rituelle qui consiste par exemple à offrir de la nourriture, de la boisson à ces divinités-là. Donc, je vais partager avec vous, je crois qu'il faut que j'arrête, je vais partager avec vous un exemple de ngosa Djengu, rapidement. Je vais repartager mon écran à nouveau. C'est un peu complexe. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc là, vous avez un exemple
Moussa Djingu, qui, comme je le disais, a la particularité d'être un Ngosso exécuté lors des circonstances particulières et par des personnes ou une personne qui est initiée au son que vous avez entendu. Bon, je vais clôturer mon propos en disant que l'une des raisons, l'une des motivations pour laquelle, en tant que journaliste, je m'intéresse à ce type de performance ou de production, c'est parce qu'il se pose la question de leur préservation dans un monde moderne, entre guillemets. Et ce qu'on observe, du moins pour ce que j'ai observé, c'est que ces pratiques-là, ces productions-là, ces chants-là subissent aujourd'hui malheureusement, enfin sont menacés aujourd'hui par le manque d'espace de transmission et d'initiation d'une génération qui parfois est déconnectée en fait des pratiques qui existaient en fait chez ces peuples-là avant. Et les groupes de Ngosso existent, les initiations de Ngosso existent, mais elles n'ont plus l'impact et elles n'ont plus la popularité qu'elles avaient il y a quelques années encore. Et donc, il pèse sur ces champs-là une menace. Certains essayent plus ou moins de les vulgariser. Certains chanteurs, par exemple, s'en sont inspirés. Certains ont même d'ailleurs connu du succès avec des titres très inspirés du Ngosso. Mais leur valeur, leur fonction sociale aujourd'hui tendent à se perdre et à s'oublier. Donc, il est dans la problématique en fait que l'on pose, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de trouver les voies et moyens pour à la fois préserver ce type de chant-là, dont on sait que la fonction était primordiale pour la survie de ces peuples, mais en même temps leur donner un caractère accessible à une génération qui a un peu perdu les repères d'antan. Je vais terminer mon propos en partageant avec vous par un exemple de Ngosso vulgarisé et popularisé par un artiste, en l'occurrence le regretté Tom Yoms. Tom Yoms, qui est décédé il y a quelques années maintenant, et
Donc voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Très bien. Donc c'est ben voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, pardon, je t'ai laissé terminer. Merci beaucoup, Non, non, Jacques. non, mais j'ai terminé. J'ai terminé. Merci infiniment pour cette Je vous en excellente prie. présentation. Euh, vraiment, je suis très, très heureux d'avoir pu me nourrir de toutes vos réflexions, en tout cas, toutes vos analyses ici aujourd'hui. En tout cas, je crois que c'est en est le même pour tout le monde, que ce soit pour Edric, Richard, Richemont, qui termine sa thèse avec moi en ce moment, d'ailleurs. Il Et, m'a levé. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est une réaction. il y a des questions? Il y a des questions? Ouais, Ezen, ouais, pardon. Oui, merci pour cette brillante présentation. Ça, pour moi qui ai des connaissances très ancrées dans la musique traditionnelle béninoise, le ngoso me rapproche de beaucoup de rythmes traditionnels béninois. J'ai cru comprendre que c'est plutôt je n'ai pas réussi à savoir si c'était un rythme ou un instrument. C'est ma... C'est ça. Longoso à la base est un chant. C'est un chant ou Ok, un répertoire de chants. Lorsqu'on est dans le contexte des traditions africaines, tout chante en fait. Tout à fait. Euh, C'est-à-dire que les instruments qui accompagnent le chanteur, les tam-tams et tout ça, font en fait, sont en train de chanter. Mhm. Et donc, l'ongoso se définit dans la tradition comme un chant. Maintenant, il y a une danse qui est associée au chant et il y a des rythmes qui sont associés à ce chant-là, effectivement. D'accord, très bien. Du coup, puisqu'on est au Cameroun, et je me demandais en fait la relation entre le Ngosso et le Bikusi. Est-ce qu'il y a une influence, est-ce qu'il y a une influence ou pas? Parce que quand on écoute la version modernisée, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une influence du Ngosso sur le Bikusi? Bon, non, pas vraiment, dans le sens où c'est deux expressions qui ont évolué séparément, puisqu'elles sont chacune le produit de peuples différents, même si ces peuples-là sont au Cameroun. Longoso appartient au peuple de la côte, le Bikutsi appartient au peuple de la forêt. Par contre, euh, de la même manière que tu observeras des similitudes avec du chant ou des rythmes au Bénin, il y aura Mhm. effectivement des similitudes avec le Bikutsi. La particularité du Bikutsi, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un rythme qui est saccadé, cadencé, et qui se danse notamment avec un mouvement de pied qui frappe le sol. Longoso, dans son répertoire, on retrouve des chants aussi saccadés, aussi cadencés que le Bekuti. C'est peut-être ce que tu as pu Mhm. ressentir dans la version moderne. Mais le Bekuti est d'abord une danse qui ensuite est associée à des chants, alors que Longoso est un chant auquel on associe des danses. D'accord, d'accord. La nuance, elle est importante. Edric qui posait une question. Edric, à vous. Edric. Oui, je vais juste éviter l'aboiement d'un chien qui est juste à côté de moi. Alors, moi, je voulais avoir d'abord une question concernant est-ce que et- et est-ce que on pourrait est-ce que l'intervenant merci d'abord pour pour la bonne et la belle présentation. Et j'ai un peu rattrapé le train en route. Alors moi, j'ai d'abord une question concernant la dernière version que je viens d'écouter. Et j'ai vu que ça se rapproche un peu, c'est très proche du reggaeton. Et est-ce que l'intervenant a fait peut-être des rapprochements par rapport à cela? Et si ça rapproche du reggaeton, ça se rapproche aussi du compas, vu que le compas et le reggaeton, il y a des liens à faire. Alors, bon, ça, c'était une première question. Et puis, j'ai juste un commentaire concernant l'aspect et
l'aspect sacré et profane qui est en gros qui existe dans nos musiques africaines et musiques afro-descendantes. Et bon, des fois, et comme l'a dit le professeur Dounion, et des fois, on essaie de faire, de penser que une musique qui se trouve dans un contexte sacré en général, traditionnellement, on peut juste la transporter dans n'importe quel endroit et puis, puis ça va faire un boom mondial ou ça va faire et ça va entrer des sous, etc. Ça va faire, c'est ça, une nouvelle coqueluche. Mais c'est pas toujours le cas. Et parce que, bon, et je pense que c'est ce qui s'est passé avec la musique racine pour faire un lien avec le professeur bien-aimé. C'est un peu ça qui s'est passé avec la musique latine aussi. Je pense que on, on a peut-être voulu retirer la musique de son contexte et ça peut-être ça peut-être a été une des faiblesses de la chose. Même si en gros les pratiquants de la musique latine voulaient rester un peu étaient proches du caractère sacré du vaudou. Mais j'ai l'impression que cet aspect-là, c'est peut-être ça a peut-être joué aussi. Et peut-être que c'est là que c'est là que le compas a un peu joué parce que le compas c'est l'aspect urbain de la chose, c'est-à-dire une musique urbaine jouée dans les boîtes de nuit, etc. Mais qui est capable en même temps de l'espace d'une soirée de quelques minutes de mettre des gens en transe avec l'évocation d'une divinité et d'un chant pour une divinité particulière. Donc, j'ai rencontré des intervenants, des musiciens qui m'ont raconté des anecdotes par rapport à cela. Donc, c'est ça mon commentaire. Et puis, bon, et ma question, c'est à l'intervenant qui vient de parler, et monsieur Epag. J'aimerais savoir s'il avait fait un lien entre le reggaeton et la dernière version, parce que c'est une version moderne du Ngoso, je pense, et comme il C'est l'a ça. bien dit. Et puis bon, et j'aimerais savoir s'il a fait un lien, et s'il fait un lien entre la musique afro-caribéenne et le Ngoso moderne. Ouais. Merci. Non, mais merci déjà pour votre contribution, mon frère. Et je suis tout à fait d'accord, hein, sous réserve de ce que vont peut-être dire les professeurs ici présents. Alors, pour répondre directement à la question, pour avoir connu justement Tom Yoms, puisque j'ai longtemps travaillé, alors avant son décès, il était propriétaire d'une radio qui faisait la promotion de musique justement, pour l'avoir connu assez particulièrement. Et pour avoir connu son parcours, Tom Young, c'est un artiste qui a connu beaucoup de succès au Cameroun. Euh, vous faites bien de relever le lien avec le reggaeton parce que son petit nom, c'était l'américain. C'était l'américain parce que c'est quelqu'un qui s'est fortement inspiré des musiques des musiques noires en provenance de la diaspora noire, en fait. Dans le sens où, alors peut-être pas le reggaeton, mais peut-être des musiques qui elles-mêmes ont inspiré le reggaeton. C'était un très bon musicien. Il a, il a, il a d'ailleurs repris pas mal de musique américaine noire dans son répertoire avant lui-même de commencer à mettre ses propres productions et ses propres compositions sur le marché. Il a fait beaucoup de cabarets, il a repris énormément de chansons, il chante beaucoup en anglais, etc. Donc du coup, je suis presque du même avis que vous. C'est-à-dire qu'effectivement, la cadence, sous réserve de ce que diront encore une fois les professeurs, la cadence que l'on voit chez Longoso, on la retrouve dans beaucoup de rythmes de musique populaire. Il ne faut pas perdre de vue que Longoso fait partie du répertoire des musiques ancestrales qui ont migré en même temps que les esclaves au moment de la traite vers des territoires à l'époque inconnus. Et que ces esclaves-là, donc, ont développé, une fois arrivés dans ces territoires-là, d'autres formes de rythme, mais qui ont gardé l'essence même de ce que c'était, de ce qu'étaient les rythmes traditionnels.
Et qui dit rythme dit percussion. Et il est fort probable de retrouver les mêmes schémas, les mêmes figures de percussion dans ces rythmes-là, produits par les Noirs, où qu'ils soient d'ailleurs. De la même manière que lorsque vous écouterez le jeu de basse d'un Africain ou d'un Noir, vous retrouverez pareil cette percussion-là, cette façon de jouer-là, elle se rapproche en fait de la percussion telle qu'on la connaît sur les territoires. Donc oui, Tony Holmes a été énormément influencé par les musiques africaines et oui, il a voulu en modernisant le ngoso, faire la démonstration. D'ailleurs, il me le disait à moi, mais personnellement, que ce soit la basse africaine, que ce soit les musiques, quelles que soient les musiques d'expression noire que tu vas écouter, il y a ce rythme tout, 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 que tu vas retrouver, même quand il n'est pas joué par la batterie ou par la percussion, tu peux le retrouver dans la basse, tu peux le retrouver dans un autre instrument. Et parce que ce rythme-là nous colle à la peau. Il est essentiel dans le jeu et dans la musique noire. Il y a France Clairville qui... Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question, mais je commence à avoir quelques éclaircissements avec ce dernier intervenant qui venait de parler de rythme. Il venait de parler du rythme. Il venait de dire tout qui accompagne la musique africaine. J'allais vous demander au point de vue musical, au point de vue de ceux qui font de la recherche au niveau de l'Afrique, au niveau de la musique, est-ce qu'ils trouvent la racine, le rhizome de toutes ces musiques, de toutes ces musiques, parce que vous avez tendance à parler de l'africanité, alors que je pense que l'Afrique est plurielle. Chez nous, en Haïti, on fait tout revenu du vaudou, comme disait tout à l'heure Kessler. Même si le vaudou en Afrique, à ce qu'il paraît, n'est pas toute l'Afrique. Quoique chez nous, il y a un sachant qui disait que les premières religions étaient vaudou. Pas comme on l'appelle ça en Afrique, comme les religions de l'Afrique qui revendiquent le terme vaudou, mais probablement par la vision qu'il se fait de cette civilisation, mais de cette religion. Il pense que les premières religions du monde étaient vaudou. Probablement, il se met en tête peut-être qu'il plane sur les éléments essentiels de la vie, peut-être la terre, l'eau, l'air, le feu, peut-être, ou bien des premières formes d'adoration, mais les premières formes de gestation chez l'homme. Mais vous autres, comment vous concevez ça? Alors, moi, je dirais mon ressenti surtout, et je laisserai la parole au professeur ici présent. Écoutez, le débat sur d'où vient telle ou telle autre forme d'expression, pour moi, il est intéressant dans le sens où il nous permet quand même de nous poser des questions et d'aller chercher des réponses. Moi, il y a quelques années, j'étais d'ailleurs à Haïti. J'ai visité Jacmel, j'ai passé 1 ou 2 semaines avec des artistes là-bas. Je connais bien un peu Émilie Michel et d'autres, Bello, etc. Toujours dans la... Moi, j'ai une conviction, c'est que c'est la musique qui peut être le facteur de regroupement, de remobilisation, en fait, des frères et sœurs repartis un peu sur l'ensemble du monde. C'est à travers notre musique qu'on se reconnaît, à mon avis, qu'on retrouve en fait des éléments de notre identité. Le vaudou que moi j'ai entendu, j'ai d'ailleurs passé beaucoup de temps avec des musiciens qui étaient initiés au vaudou. Et moi j'écoutais ce qu'ils exprimaient dans leur chant et je me suis entièrement reconnu dans ce qu'ils produisaient. D'ailleurs, on a même joué ensemble. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube où on joue ensemble, etc. Les percussions, le chant, je comprenais rien. Et en plus, je me rappelle avoir posé la question à celui qui chantait à l'époque. Est-ce que tu comprends? Parce que c'était pas du créole. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des chants vaudous en Haïti qui sont exécutés dans une langue qui n'est pas le créole.
Et je l'ai senti comme ça. Et j'ai posé la question à l'époque au chanteur, qu'est-ce que tu dis? Et lui m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est un chant qui m'a été transmis par ma grand-mère, etc. Machin. Et on avait la chance, sa grand-mère vivait encore. Nous sommes allés la voir et il lui a posé la question, mon ami ici s'intéresse un peu à l'origine de ce chant, etc. Et elle nous a expliqué que c'est un chant qu'elle entendait de la bouche de sa mère, qui elle-même viendrait du Bénin. Et c'est un chant qui était déjà à l'époque, qui se transmet de génération en génération. Bon, est-ce que ça veut dire que le vaudou vient du Bénin? J'en sais rien. Mais moi, de toute manière, ce qui s'appelle le vaudou à Haïti ou le vaudou au Bénin ou autrement au Brésil, etc., pour moi, c'est des formes d'expression. C'est des formes d'expression dans lesquelles on peut se reconnaître tous. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. L'expérience que j'ai vécue à Haïti, je l'ai vécue à Cuba. Des personnes d'un certain âge qui chantent une chanson dans une langue qui sont incapables d'interpréter et que moi je ressens parce qu'il y a des sons, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais il y a des sons que je reconnais, un rythme que je reconnais, etc. Et pour moi, c'est vraiment la preuve que la musique aujourd'hui peut être un facteur de remobilisation et de rassemblement. Je laisse le professeur Siché donner également, peut-être vous apporter beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Mais je trouve que c'est une question assez passionnante, en tout cas, mais pour ma part, parce que je trouve qu'au niveau de l'organisation de l'espace sonore, on a on retrouve la même chose, en tout cas, dans toutes ces diasporas-là, en tout cas, que ce soit en Afrique, Afrique subsaharienne, que dans la diaspora, que dans les Caraïbes, en tout cas, de la manière dont est constituée la musique en tout cas, elle tourne autour du triptyque chant, tambour, danse. Ça, on ne peut pas le dénier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a toujours le tambour, même s'il n'y a pas le tambour réel, véritable tambour comme à l'époque, on a la batterie, la notion de rythme, en fait. Et la danse, le corps est primordial dans l'exécution de toute forme musicale, en tout cas dans nos contrées, en tout cas respectives, en tout cas, j'appelle ça afro-global. Enfin, qu'importe comment pourrait l'appeler, mais c'est ce qui me fascine le plus. C'est-à-dire que, et même l'utilisation de la voix, en fait, la projection de la voix, il y a quelque chose de très particulier, d'unique qui se retrouve dans toutes ces contrées-là. La projection de la voix, elle est quasiment, l'utilisation de la voix est toujours en puissance, très souvent, toujours avec beaucoup de pugnacité, en fait. Et quelque chose qui m'a interpellé il y a pas longtemps, j'étais à Sacramento il y a 2 semaines où je parlais justement du rapport à la langue, la langue parlée et la langue chantée, le rapport entre la langue et l'instrument de musique en tout cas. Comment nous accordons nos instruments, c'est en fonction de comment nous parlons aussi, comment nous projetons la voix, comment nous ressentons les choses. Très souvent, les gens ils vont vous dire, voilà, tu chantes, tu joues ta voix comme d'un instrument. Je dis non, l'homme est né avant l'instrument. Donc, quand il a fabriqué l'instrument, il a pensé à ce qu'il entendait déjà. Il faut qu'il entende avant de projeter une voix, un son, quelconque son au sens sérieux du terme, parce que parfois aujourd'hui on dit, mais non, j'aime ton son là. Vous parlez de la musique, j'aime ta musique. Donc, son SON en fait. Et autre chose que j'ai retrouvé aussi, c'est la forme responsoriale que Jacques Epin a relevé tout à l'heure, ou la forme antiphonale. Peut-être qu'il n'a pas pris le temps d'expliquer tout ça. Quand on parle de chant antiphonal, c'est reproduire entièrement ce que le chanteur leader, la voix lead a chanté. Le chœur reprend la même chose à la virgule près. Alors que le chant responsorial, il peut répondre autre chose. Bien, bon, ça se mélange un peu, ça se recoupe. Et dans toutes nos contrées-là, il y a toujours ça. Il y a clic, il y a clac, il y a mis clic, il y a mis clac. Kula tam, tam, kula tam, tam. Oui, oui. Donc, c'est parfois des cris de guerre, mais qu'on retrouve dans toutes ces diasporas-là. Il y a malheureusement, je ne fais pas de présentation aujourd'hui, il y a James Brown, par exemple. Pour moi, c'était le plus africain des Américains, en tout cas. Michael Jackson, c'est pareil. Et l'imprévisibilité du chanteur dans l'orchestre, tout ça. C'est très, très africain. Ça paraît ne pas être organisé, mais c'est une organisation qui n'est pas écrite, qui n'est pas fixée sur une partition, mais qui fait partie, qui est idiosyncratique, c'est-à-dire vraiment, ça fait partie de la communauté, quoi. Je parle très souvent de l'idiosyncrasie communautaire.
euh, où toute une communauté retrouve les mêmes éléments, quoi, même sans vouloir devoir se parler. On n'a pas besoin de se parler pour pouvoir exécuter une musique, quoi, ou quelque chose, enfin, un chant. On sait qu'ici, il appelle le paraverbal, tous ces éléments-là, ce sont des éléments périphériques à la musique, mais qui nourrissent ce discours musical, qui nourrissent ce discours du chanteur, du musicien qui est là, le corps même aussi. J'avais donné une conférence à la Focale à Port-au-Prince où je parlais du corps du chanteur, chef d'orchestre, je ne sais plus comment j'avais formulé ça, où je parlais justement de ce corps du chanteur qui est une deuxième partition. La chanteuse que Jacques a montré tout à l'heure, quand elle chante, on sait que, même sans comprendre, même le gars qui ne comprend pas toute la langue de manière académique au sens traditionnel du terme, hein, on va dire, l'académisme ne se situe pas seulement dans les universités, enfin c'est mon point de vue, mais ils savent qu'elle va dire ça, elle est en train de vouloir faire ça. Son corps va se... Elle déploie son corps d'une certaine manière. On sait que... Ah, bon, les inflexions de la voix, son corps est une deuxième partition. Si vous avez la partition devant vous, vous devez regarder le chanteur. Si le chanteur ne vous indique pas, il dit oh, c'est si bas, si bas, si bas. Il peut utiliser un mot. Même ceux qui ne comprennent pas la langue vont comprendre elle est en train de dire quelque chose, mais qui n'a peut-être pas de valeur sémantique réelle, mais qui a une valeur intrinsèque, propre à la musique qui est jouée là, au peuple qui entend cette musique-là. J'ai souvent raconté cette histoire plusieurs fois quand je suis arrivé ici à New York. Je jouais avec mon quartet. Dans le quartet, il y avait un caucasien contrebassiste excellent. On ne va pas le nommer, on ne sait pas les contemporains. Et j'ai fait, à un moment, j'avais un morceau 6-8 Ben Skin. Enfin, pour moi, c'était du Ben Skin, un rythme du Cameroun. J'ai fait Heba! Tout le monde a changé l'accord, sauf le contrebassiste. Et le batteur s'est levé, il a dit Hey, mais ouais, when Gino says Yeba, you have to go to B flat minor 7. Whatever. Et toute ma musique est écrite. Donc, et le gars, le contrebassiste n'a pas compris pourquoi tout le monde a changé et lui n'a pas changé. Il dit non, non, quand Dino fait Yeba, il dit, d'ailleurs, Yeba, moi, je dis Eba. Je pourrais dire Tchouké, Tchaba. Mais un Antillais ou un Africain américain, il aurait compris ça rapidement. Dans le groupe, le batteur était français, avait déjà joué avec moi chez Malidi Bango, Papa Wemba. Il connaissait les musiques africaines, donc il était habitué, quoi, imprégné. Et l'autre gars, le pianiste brésilien, il est brésilien, même s'il était caucasien, il est brésilien. Il sait que dans la musique brésilienne, le paraverbal existe, il est très présent en tout cas. Et le contrebassiste, qui est un musicien de jazz, mais qui est formé à l'école classique, j'entends, de ces musiques-là, était fixé sur la partition. Il découvrait ma musique. Donc il dit non, mais Gino n'a pas écrit Eba sur la partition. Alors là, tout le monde, je me suis mis à rire. Ça m'a donné envie d'explorer. Je me suis posé des questions, de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me faire comprendre parfois quand j'expliquais ma musique à certaines personnes, certains musiciens, pas parce qu'ils n'étaient pas compétents, mais parce qu'ils ne comprenaient pas le langage qu'il y avait autour des notes. Les notes de musique sont valables, oui, elles sont importantes, mais qu'est-ce qui se passe autour des notes de musique? Tous ces éléments qui sont là. Quand Jacques a présenté son sujet tout à l'heure, j'étais très, très émerveillé parce que j'étais perdu, pas dans le mauvais sens, mais j'étais interloqué, quoi. J'étais waouh. Pour moi, quand on parlait de Ngosso, je suis camerounais comme lui, mais pas de la même région. Mais, normalement de la même région, parce que j'ai grandi dans mon enfance, c'est à Douala. Je suis de Douala normalement, mais bon, le Cameroun, c'est complexe. Bon, mais toujours est-il que je me suis intéressé à, à cette panoplie, ces 9 Ngosso qui existent. J'allais même lui poser des questions là-dessus, mais malheureusement, nous n'aurons pas peut-être le temps de parler de tout ça, mais de voir les spécificités qui existent dans chaque ngosso, dans chaque type de ngosso. Qu'est-ce qui se passe dans la voix chez un chanteur de ngosso à tel moment précis? Parce que le chanteur, c'est le chef d'orchestre dans un groupe chez nous. Parce que c'est lui qui démarre. Il démarre d'abord, très souvent, c'est toujours lui. On peut démarrer, le tambour peut démarrer, mais si le chanteur envoie là, à travers les inflexions de la voix, le rythme de la voix qu'il donne, on sait qu'il est en train de jouer un Essewe, il est en train de jouer un Bolobo, il est en train de jouer tel rythme, un Bikoutsi. Il décline déjà, il déclame, il étale tout son savoir là, son savoir vocal, sa culture musicale sur place. Alors, pour revenir à la question de Fritz tout à l'heure, oui, il y a une similitude. Les similitudes sont tellement nombreuses. Les différences aussi sont nombreuses. D'un village à un autre, à Konsamba et Djombe, qui sont des villages pas très loin les uns des autres, il y a toujours des différences qui sont liées très souvent à la langue déjà parlée. Parce que une langue est une pléiade de notes de musique. De notes de musique.
j'ai écrit tout récemment, d'ailleurs, c'est pas pour amener à mon répertoire, mais sur mon nouvel album, un morceau avec un seul mot. Mais le mot ne signifie pas la même chose. Bon, il y a la carte, la sixte dedans, la quinte ici, la tierce, tout est organisé. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on fait attention, on voit très souvent les différences, mais on ne voit pas les similitudes qui existent dans ces contrées-là. Si on vous met un rythme de Ngosso à Port-au-Prince, les gens ils vont danser, hein, pas de problème, ils entendent le downbeat. Et Jacques parlait de ça, de ceci. Moi, je parlais même de. Ou bien, peut-être que là, si vous mettez ça dans chez un fils, un Américain, un Africain-Américain, il comprend ça très vite. Il n'est pas perdu, en fait. Si vous lui mettrez quelque chose d'impair, une musique impair, bon, ça peut le déranger parce qu'il n'est pas habitué, pas parce qu'il est incompétent. Mais tout ça pour dire que, pour résumer, en tout cas, on a beaucoup de choses en commun. On a beaucoup de choses dans cette communauté. C'est pas pour ramener tout à l'Afrique, mais c'est le berceau de l'humanité, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est la vérité. On se cache pas au désert. Et toutes ces musiques sont réunies là. Il y a eu des mouvements de part et d'autre où il y a eu des brassages, des voyages, mais la mémoire orale est très forte, très très forte. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je suis tout le temps impressionné par les contrées de la Caraïbe, qui a su, en l'occurrence la Guadeloupe que je connais beaucoup mieux que d'autres pays, et Haïti par mes enseignements à la fac là-bas, mais de voir que le créole, ils ont été capables d'inventer une langue. Le créole, c'est incroyable, c'est extraordinaire, parce que la mémoire était forte. Des peuples qui ne parlent pas la même langue, mais qui arrivent à communiquer, à inventer un langage, à créer un langage à partir juste de leur mémoire respective, à inventer des tambours, à créer des tambours, inventer des sons, des sonorités, entendre là, là, là. Cette pléiade d'éléments qui sont rassemblés, c'est fabuleux. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Donc, vraiment, chapeau. Et merci, Fritz, pour cette question Franz, qui me bouscule. France, pardonne-moi. J'ai pensé à un Fritz que je connais au Cap Haïtien. J'ai pas, pardonnez-moi. Donc, Je voilà. ferai, je ferai une intervention qui, pour répondre à la question, qui voudrait savoir quelle est l'origine de ce rythme-là, doum, 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 qu'on entend dans toutes les musiques africaines. Je pense que c'était à peu près la question, si je ne me trompe. J'aimerais apporter une petite. c'est l'une des caractéristiques que je remarque. Voilà, et pour faire un peu d'histoire, sans pour autant trouver de paternité, il faut dire que moi, dans ma thèse, j'ai abordé cet aspect-là. Et j'en suis venu à la conclusion, en fait, que c'est la rumba congolaise qui a influencé, qui est à l'origine, en fait, de ces influences-là, de toutes les musiques je suis parti sur le côté golfe guinéo-congolais. Donc, c'est plutôt le golfe guinéo-congolais. On peut en faire une extension. On sait ce que c'est que la rumba, qui est un genre musical chorégraphique, évidemment, donc émanant du Congo, plus précisément du royaume Congo. Donc, elle s'est faite en fait en 3 voyages. Donc, le premier voyage a été effectué par les esclaves en provenance du Congo, donc qui ont été débarqués, installés à Cuba pour les travaux de réhabilitation des plantations. Donc là, à ce moment-là, la musique formée de chants et de percussions était bien connue depuis le XVIe siècle et elle s'est développée, je parle de la rumba, au XIXe siècle dans les milieux afro-caribéens de la capitale, que ce soit la Havane ou à Matanzas. Donc les esclaves à ce moment-là, à l'origine de cette musique, étaient identifiables par leur appartenance à un culte religieux typiquement d'origine Congo. C'était le premier voyage. Et le deuxième voyage a été favorisé par l'implantation de la rumba qui s'est effectuée avant la première moitié du XXe siècle, notamment par des commerçants dont le pays d'origine ou dont les pays d'origine appartenaient bien évidemment à la côte du golfe guinéo-congolais. Donc ce sont bien évidemment l'actuel Bénin, le Ghana et le Nigeria. Donc pendant cette période, cette époque-là, il y a eu aussi un retour vers l'Afrique. C'était le deuxième voyage donc des musiques afro-cubaines
vers leur contrée africaine originelle. Donc, le premier voyage, c'était africain vers le Cuba, et le deuxième, c'est du Cuba vers l'Afrique, le retour. Donc, c'est notamment le cas du High Life vers l'Afrique de l'Ouest. Et le troisième voyage, c'est celui qui s'est effectué vers le Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, et Congo-Brazzaville, à l'ère coloniale d'une part, des marins africains et des anciens combattants originaires de pays d'Afrique centrale rescapés des deux guerres mondiales à peu près. Donc, d'autre part, il est arrivé dans ces deux Congos des cadres de différentes nationalités européennes pour le fonctionnement de l'administration mise en place par le colonisateur respectif français et belge de ces deux pays africains. Donc, ces personnes venaient avec des disques faisant la promotion de divers rythmes européens, américains et, bien évidemment, originaires des Antilles. Donc, c'est dans ce contexte qu'est née la rumba à partir, bien évidemment, de la... Pardon? Ah, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Donc, je disais en fait que c'est dans ce contexte qu'est née la rumba à partir de la fondation d'orchestres fusionnant musique traditionnelle congolaise et musique chorale chrétienne pour un message abordant des préoccupations de la vie sociale. Donc, à ce moment-là, plusieurs ensembles musicaux des deux Congos construisent leur appellation avec le mot jazz, à partir du jazz bohème, un orchestre qu'a créé quelqu'un qui ne nous est pas étranger dans le monde de la musique africaine, Massamba Bernard Lebel. À partir de 1938, l'année officielle de la naissance de la rumba, jusqu'aux années 60-70, ces groupes mettent en vue cette musique, la rumba bien évidemment. Et avec les années 80-90, il y a eu la rumba qui se construit par des rythmes authentiquement congolais qui proviennent de la synthèse harmonieuse de polyphonie traditionnelle et du chant choral chrétien engagé par les missionnaires dans les écoles et les églises locales. Donc, ces nouveaux rythmes ont été introduits au moment où arrivait le sillage des marins, des tirailleurs d'Afrique centrale qui avaient survécu aux deux guerres mondiales ainsi qu'à la suite des Européens occidentaux, les Français, les Belges, les Grecs, les Portugais, les Espagnols qui sont arrivés tous au Congo français et bien évidemment au Congo belge, travailler dans les administrations coloniales. Et Paul Kamba, qui a régné de 1912 à 1950, est un artiste fondateur de la musique congolaise d'aujourd'hui. Donc le succès de cette chanson a donné à la rumba ses lettres de noblesse. Et il faut dire qu'un autre facteur de la popularisation de cette musique est la mise en place d'une puissance radio Brazzaville par le général de Gaulle. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a contribué à propulser cette musique-là à travers cette puissante radio qu'il a mise en place. Et cette action a donné lieu à la suite à la tenue de la conférence à Brazzaville en 1944. Et cet instrument radiophonique a contribué bien évidemment à la diffusion à l'échelle africaine et internationale de la rumba congolaise, faisant d'elle la musique par excellence d'identification de l'Afrique moderne. Donc, ce sillage historique nous permet l'implantation au Congo-Brazzaville par l'Union africaine du festival, le tout premier festival panafricain de musique, qui est le FESPAM. Donc, à ce festival, 23 pays, dont 22 en provenance de l'Afrique, ont participé à la première édition. Et les orchestres qui se sont produits sur scène ont fait apercevoir plusieurs catégories différentes d'instruments de la musique traditionnelle congolaise, donc qui ont été par la suite adaptés à la modernisation de leurs techniques de jeu. Donc, j'estime en fait que la rumba congolaise a eu une influence, bien évidemment, par le biais de la volonté politique coloniale, de pouvoir, à l'époque, l'idée, c'était d'identifier une musique africaine. Finalement, il y a eu des musiques africaines parce que, bien évidemment, chaque pays a sa langue, ses coutumes, mais il faut reconnaître l'influence de la rumba congolaise dans ce que nous pratiquons aujourd'hui comme musique, qu'on appelle, qui a différentes appellations qu'on dit de musique africaine. Donc, c'était un peu cet aspect historique que je voulais aborder
pour aller dans le sens du dernier conférencier par rapport au Ngoso. Allô? Allô? OK. Allô? Allô? Oui. Oui, en fait, merci aux deux conférenciers. Je suis là où je suis un peu mieux, mais je vais pas te dire quelque chose même par rapport à ça. Je vous donnerai quand même une indication pour compléter les propos de docteur Oignon. Il y a un musicologue haïtien vivant à Montréal, assez connu d'ailleurs. Il répond au nom de, de en fait, Franz, donne-moi son nom, le musicologue haïtien. Dauphin? Ouais, Claude Dauphin. Dauphin. Et ce Claude Dauphin, on discute avec lui, j'anime une conférence avec lui. Et on analysait justement cette musique et cette binarité que vient de nous signaler Jacques. Et c'est-à-dire le qui fait coupe, c'est-à-dire cette binarité. Et il l'a attribué à une sorte à une musique qu'elle lui-même il identifie comme biologique. Qu'est-ce qu'il entend par musique biologique? C'est le fait que cette musique finalement est une sorte de métaphore du battement du cœur. Donc, pour laquelle il dit, quand en écoutant cette musique, vraiment, on est envoûté. C'est-à-dire cette forme de ce qu'il identifie par notre Jacques, et complété ici par la Lumba et que vient nous expliquer d'Oignon. Du point de vue de cette discussion qu'on a eue ici à Montréal, entre Claude Dauphin et moi, et devant un public, et je reprends son propos, il identifie cette musique du genre, cette binarité, okay, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, ou du moins c'est 1, 0, 1, 0, 1, et comme une forme de musique biologique. Merci beaucoup. D'accord. Magnifique. Non, c'est très intéressant en tout cas. Les travaux de... Allô, je ne vois plus rien. Il y a un livre que je pourrais suggérer, c'est Musique de toutes les Afriques. Musique de toutes les Afriques de Gérard Arnaud et Henri Lecomte. C'est un livre qui est très intéressant, qui justement raconte et évoque cette migration dont je viens de parler. Alors, allô? Allô, allô, tout le monde est là? Tout le monde est là. Allô? Oui, oui. Oui. Est-ce que la musique de Guinée? De Guinée? Ça va. La musique... Allô, ça va? Oui. Franz? Oui. La musique pour la célébration du jour national de la Guinée. Cette musique-là, est-ce qu'elle ne nous rappelle pas les sonorités je dirais, de l'Asie? De l'Asie, carrément. Avec le choral, la musique, je dirais, de Chine, d'Inde. Non, en fait c'est mon point de vue, hein, mais moi, je sais plus avec qui je parlais de ça tout à l'heure, de cette espèce avec une amie, je crois, de la Guadeloupe, qui fait de la recherche, et les problèmes de circulation musicale, en fait. C'est-à-dire que on a l'Afrique telle qu'elle est imaginée aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 200 ans. Donc la musique aussi, elle bouge. Lorsqu'on parle de tradition, on parle de transmission. Et lorsqu'on parle de transmission, on parle de mutation. Ça veut dire qu'il y a rien de figé, rien de statique. C'est comme les pratiques vaudou qui existent je sais pas moi, donc
je ne sais pas moi, au Brésil ou bien à Cuba, est-ce que c'est les mêmes formes de vaudou qui existent encore au Bénin, ou même le vaudou d'aujourd'hui, tel qu'il est exécuté, enfin, euh, perçu par la population béninoise d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le même vaudou d'il y a 200 ans qui est là pour témoigner? Nous Oui, sommes... mais cela est caractéristique de quelque chose. Cela est caractéristique de la marche, je dirais, de l'homme africain, Oui, voilà, des c'est ça. déplacements de l'homme africain Mhm. sur le territoire, Ouais, sur voilà. le territoire global. Mhm. C'est Donc, ça qui est fascinant, quoi. il est de plus en plus démontré que Oui, pardon. tous ces peuples ont l'origine en Afrique, soit Oui, par la morphologie du corps, par la morphologie du du corps, corps. ou bien maintenant vous apportez un peu de la musique là-dedans. Il y Voilà. a des signes plastiques Mhm. ou bien des mythes, Oui. ou bien des traditions hein, qu'on trouve un peu partout, surtout, je dirais surtout le globe Mhm. terrestre, Oui. et soit en Afrique, soit en Amérique, avant Christophe Colomb, ou bien en Inde, ou bien, Mhm. comme je dis, en Asie, Mhm. soit par rapport aux morts, par rapport à tous les champs, je dirais. À tous les champs qui existent, nous allons rencontrer des similitudes ou bien Mhm. les mêmes pratiques à un certain niveau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Donc la chanson, le chant, le rythme est à prendre aussi en considération. c'est vrai. Tout Et à c'est fait. extraordinaire, c'est ça. Mais nous devons être très délicats avec ça parce que enfin, c'est mon point de vue, hein, ma démarche, c'est euh, de pas faire de raccourcis, quoi. Donc, parfois, chaque musique a des spécificités, en fait. C'est-à-dire que, Mm. bien sûr, il y a des points communs, bien entendu. Hein, c'est ça, on ne peut pas le renier. La musique Oui, elle est, la créativité est plurielle, mais elle est pure. la sensibilité Mhm, et, et les mythes mhm. souvent se ressemblent, se croisent. C'est vrai. Moi, je parlais de ça en Guadeloupe avec. Il y a des gens qui me disent, mais le sentiment, la manière de percevoir le Goka sur la basse terre, c'est pas la même chose que sur la grande terre. On parle d'un même pays qui est pas si grand que ça. Mhm. Et vous voyez, il y a dans le monde. C'est du Bien sûr, Goka, mais la perception n'est pas. À Pétionville, c'est pas comme à Port-au-Prince. Enfin, je sais pas, comment dire, à oui, Jacmel, bien, voilà. Enfin, il y a ça également. et même à Delma 74, donc il y aura toujours une façon de faire. Donc, on va dire, ben, les gars de Delma, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Donc voilà, ça prouve que à chaque fois qu'on bouge, il y a toujours une perception différente, en tout cas. Même si nous refusons ça. Je ne m'inscris pas dans cette logique de dire que de trouver toujours que des différences. Moi, je suis plus pour l'analyse pointue et en même temps de voir plus ces similitudes qui existent en fait, parce que je ne me sens pas Mais c'est mal à ça. l'aise quand j'arrive. Nous sommes autant différents que semblables. Voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, je parle du proche et du lointain et du proche. La, la découverte de ces musiques-là, pour moi, à l'époque, quand j'étais étudiant à Paris, c'était étrange. J'écoutais des musiques traditionnelles de la Caraïbe, ou en l'occurrence, c'est celle de la Guadeloupe, le Goka, la musique traditionnelle de la Guadeloupe. Je disais, mais tiens, c'est quoi cette musique d'Afrique de l'Ouest avec une langue que je connais un peu, mais alors que c'était du Goka, quoi. Donc voilà, c'était tellement proche de moi, mais en même temps lointain. Et là, j'ai décidé de travailler dessus. J'étais pas mal à l'aise dessus parce que je comprenais le downbeat, comme on dit en français. Je sais pas comment on dit ça en français, mais le temps fort, c'est ça, non? Le downbeat, comprendre que c'est boum, boum. Je comprenais, mais je comprenais pas Mhm. tout. Il a fallu que j'oublie tout ce que j'avais accumulé comme connaissances de gauche à droite, comme expérience en tant que musicien et pour me fondre là-dedans, avoir l'humilité de comprendre, d'analyser, quoi, de voir ce qui se passe à des impacts. C'est très complexe la musique. En fait, comme je le disais dans mon propos introductif, c'est mon directeur de thèse à l'époque à la Sorbonne qui disait tout ce que nous croyons entendre, nous ne le comprenons qu'à peine. Nous avons tendance à croire que nous comprenons tout ce que nous entendons. Est-ce que nous prenons la peine de comprendre ce qui se passe là-dedans? Non. Nous avons un aperçu, nous avons une idée de ce qui se passe.
Mais est-ce que nous comprenons véritablement? C'est comme l'humain. Vous avez un humain en face de vous, vous allez vous partir avec des a priori, dire ah ouais, c'est un Camerounais, ah c'est les Béninois, ah c'est un Haïtien, c'est comme ça qu'ils font. Mais il est Haïtien, mais il n'est pas tous les Haïtiens. Il est un Haïtien, lui, quoi. Kessler, c'est Kessler. Franz, c'est Franz, quoi. Donc, Edric, c'est Edric. Et Ezin, c'est Ezin. Donc voilà, Dino, c'est Dino. Donc on a tous des singularités, mais la singularité n'empêche pas de voir qu'il y a des similitudes. Nous qui sommes tous ici, nous sommes passionnés de musique. C'est pour ça qu'on se retrouve là, d'ailleurs. On parle des choses qui nous passionnent parce qu'on a un destin commun, celui de l'appréciation de l'amour pour la musique, en tout cas pour l'art, de manière générale, pour la culture, pour l'exploration, pour la découverte. Et nous sommes nourris les uns des autres. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la beauté du monde, en tout cas. Donc vraiment, on a débordé un peu sur l'heure, mais c'est pas grave. Mais c'était une belle expérience pour moi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, de partager avec vous. J'espère que nous avons, sauf s'il y a des questions, hein, donc vraiment, mais il est 6h04 ici, là. Je crois qu'il est minuit et quelques, Poésin, minuit 05, et il est 19h05 en Guadeloupe, un demi. Et donc, je n'ai pas vu les autres. Narcisse, il est minuit 05 aussi, le docteur Femeton. Merci infiniment. Nous aurons une invitée qui est psychologue, qui va nous entretenir sur un thème qui nous passionne tous aussi, d'ailleurs. C'est le docteur Audrey Moko Desjardins. Elle va parler de la musique, de la performance et des différentes stratégies entre le bien-être et les risques de danger, quoi. Donc, elle va aussi avoir comme focale aussi la voix, bien entendu, qui est vraiment ce qui nous anime, qui nous passionne ici dans ce laboratoire. Et les membres fondateurs qui sont là, que ce soit le docteur Femecon et le docteur Bien-Aimé et autres, donc peuvent certifier que nous avons cette passion pour la voix dans toute la diaspora, dans toutes ses composantes, en fait, dans toute la diaspora afro-globale, comme j'aime dire, comme je le dis très souvent d'ailleurs, et la voix tout simplement, qu'elle soit parlée, chantée. On a commencé d'ailleurs cette série avec le docteur Femecon, qui nous a parlé, qui nous a éclairé sur l'oralité, l'éloquence, j'allais dire. Donc, et ces éléments vont grandissant. Nous allons aussi avoir d'autres chercheurs qui vont parler de l'analyse de la voix en tant que telle. Et je me permettrai de proposer aussi un sujet sur la perception de la voix et puis qu'est-ce que c'est l'appareil vocal en tout cas, donc de parler véritablement de la voix. Une analyse plutôt scientifique, enfin, comme les autres d'ailleurs, sont scientifiques, mais pointue sur vraiment la voix essentiellement. C'est vrai qu'on a évoqué d'autres formes musicales, la musique dans sa construction, mais l'organisation, même l'organologie de la voix serait quelque chose de passionnant à observer parce que à comprendre dans notre diaspora, dans cette communauté nègre, en tout cas la communauté noire et afro-descendante ou africaine tout simplement. Donc vraiment, j'espère que le docteur Audrey Moko Desjardins va nous éclairer sur d'autres aspects qui nous intéressent parce que nous avons aussi des risques d'utilisation de notre corps, de la musique aussi, les impacts, les incidences de tout ce que nous côtoyons au quotidien sur notre projection de la voix, sur notre manière de concevoir même notre discours, que ce soit musical ou bien un discours parlé, tu vois, vous voyez. Donc voilà, c'est ça surtout, quoi. Sur ce, pardonnez-moi, je vais vous quitter, avec beaucoup de regrets. Mais merci infiniment d'avoir été là et d'avoir passé ces moments Et à vous. Nous. Et rendez-vous, j'ai donné la date, je crois tout à l'heure, c'était quel jour? Le dernier samedi du mois. En tout cas, c'est tous les derniers samedis du mois, à partir de 15h. Ça sera le 20... Oula, j'ai un trou là, je viens de regarder, mais... pardonnez-moi. Je me permets d'intervenir vu que ce sera moi, ce sera le 29 mars. Voilà, le 29 mars. Ce sera le 29 mars. Excusez-moi, professeur Sidson. Est-ce que le professeur Dognon pourrait partager à nouveau le titre de l'ouvrage concernant la musique? Merci. Oui, ce serait super. C'est musique de toutes les Afriques. C'est musique de toutes les Afriques, c'est ça le titre? Musique de toutes les Afriques. Gérard,
Gérard Arnaud et Henri Lecomte. Gérard Arnaud. Merci. Merci beaucoup. D'accord. J'aimerais aussi partager, si jamais vous avez accès à tout ça, aux ouvrages, si vous avez des ouvrages, tous ceux qui sont là réunis, nos différents ouvrages, que ce soit Aisin, le docteur Bien-Aimé, donc voilà, il a commis des ouvrages, le docteur Fomecan, il en a plusieurs sous le coude, dont je ne les ai pas sous les yeux là, mais peut-être la prochaine fois, je tâcherai de les envoyer là, de les partager, qu'on les partage, qu'on se nourrisse des réflexions des uns et des autres. Donc voilà, donc ça nous permettrait voilà, donc tout simplement de grandir ensemble. En tout cas, merci infiniment et bonne soirée et à très bientôt, le 29 mars. Peut-être d'ici là. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bravo à tous. Bravo. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jacques. Au revoir. Merci.